Sur la planète voile, les temps forts ont été nombreux en 2019. Une année empreinte de magnifiques performances françaises lors des grands rendez-vous internationaux et dans les courses au large. Sur tous les bateaux, les marins français portent haut les couleurs du pays sur les mers du globe, ainsi que celles de 1000 clubs de voile français, où la passion de la régate naît, se cultive et se transmet. L'année 2019 reste aussi marquée par le parcours exceptionnel de 2 navigatrices, récompensées par le titre de marin de l'année décerné par la Fédération française de voile. C'est la première fois qu'un tandem 100% féminin est récompensé par ce prix. L'alliance de la jeunesse et de l'expérience olympique. Aloïse Retornaz et Camille Lecointre sont nos témoins privilégiés de cette année de la voile. En dériveur 4,70, elle signe une année de podium pleine d'espérance pour la suite. Pour éclairer les grandes trajectoires sportives et humaines de l'année voile, nous avons aussi demandé à un des meilleurs marins français de poser son regard aiguisé sur les faits marquants de 2019. Armel Lecléache nous accompagnera dans cette rétrospective de cette belle année sur l'eau. Marin de l'année. Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont imprimé leur marque en 2019. Et voici pourquoi. Championne d'Europe, médaille de bronze aux mondiaux de Tokyo, victoire sur le Test Event et leur sélection gagnée pour les Jeux 2020. Leur nouvelle alliance, sur un support historique de la voile olympique, a fait des étincelles et la concurrence internationale est désormais prévenue. Les jeunes Françaises sont portées par le vent de la réussite. Elles ont le goût de la victoire. Dans le circuit 4,70, elles sont devenues les filles à battre. C'est vrai qu'au début de l'année 2019, on s'était fixé pas mal d'objectifs, notamment un podium sur le championnat du monde. Je ne m'attendais pas à ce que toute l'année soit aussi réussie. C'est vraiment incroyable qu'on arrive à avoir autant de podiums à la fin de l'année. Et je pense que ce qui fait qu'on a pu marquer vraiment les esprits. C'est clair que les résultats, ils ont été au-delà des espérances, quoi. Enfin, moi, j'imaginais pas faire une aussi belle saison. J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic au début de l'année quand on a réussi à vraiment faire des bons résultats sur les manches de medal race. Donc ça a été, j'ai l'impression, un gros point faible qu'on a réussi à plutôt gommer cette année-là. Cette année de podium est une formidable inspiration pour toute l'équipe de France de voile qui a déjà sélectionné en 2019 ses représentants dans 5 séries olympiques. Le tandem 4,70 féminin donc. Et côté garçon, toujours en 4,70, Kevin Péponnet et Jérémy Mion, forts de leur titre de champion du monde en 2018. Ces 2 régatiers affichent eux aussi leur ambition de grimper sur le podium au Japon. Autre sélectionnée pour les Jeux, Charline Picon, médaille d'or en planche à voile RSX aux Jeux 2016. Elle sera la capitaine de route de la délégation tricolore et un immense espoir d'or pour la France. Chez les hommes, en planche, il faudra attendre le printemps prochain pour savoir qui, de Pierre Lecoq, 3e aux mondiaux en 2019, de Louis Gillard ou de Thomas Goyard, sera sélectionné pour le Japon. 2 très jeunes athlètes voient se dessiner leur rêve olympique. Émile Amoros et Lucas Rual défendront les couleurs de la France en 49er. Ils seront des outsiders à Enoshima. Enfin, en Accra 17, pour eux aussi, le rêve prend forme. Quentin Delapierre et Manon Audinet forment un jeune duo qui progresse à vitesse grand V. Ils feront partie de cette nouvelle génération de marins tricolores qui viendra avec ambition au Japon sur un plan d'eau qui leur a déjà réussi avec une victoire sur l'étape de la Coupe du Monde à Enoshima. Dans quelques mois, tous les regards seront tournés vers le pays du soleil levant, terre d'espérance pour l'équipe de France et pour tous ses supporters. Sur le plan d'eau nippon ou sur un podium au Japon, Camille Lecointre se souviendra de ses premiers pas en régate. C'était au Havre, dans l'un des 1000 clubs du pays. On s'attache finalement à son club et ça devient comme une famille en fait. C'est les premiers supporters de n'importe quel âge, ça peut être les permanents, ça peut être les jeunes qui débutent l'école de voile. Enfin voilà, tous ces gens-là, ils sont derrière nous, à nous soutenir et
Et c'est toujours un plaisir d'aller leur rendre visite, quoi. Objectif 2020 pour les athlètes français, dont certains pensent déjà à 2024. Et pour cause. Les Jeux Olympiques auront lieu en France, à Marseille. Et sur l'eau, il y aura de nouvelles disciplines. La planche à voile sera dotée de foils, de quoi ouvrir de nouveaux horizons. Pourquoi pas pour Delphine Cousin. En novembre 2019, en Nouvelle-Calédonie, l'ultime étape du PWA World Tour a vu une vague tricolore déferler dans le lagon avec 5 podiums. Pierre Mortefond décroche son premier titre mondial. Delphine Cousin, elle, est devenue championne du monde de funboard et surtout championne du monde de foil. La planche à foil, justement, la future série olympique. En 2024, d'autres nouveautés vont faire leur apparition. Le kiteboard à foil, promesse de haute vitesse et de spectacle. Les Français brillent déjà, en témoignent les titres de champion du monde remportés cette année par Nicolas Parlier et Axel Mazella, fer de lance de l'équipe de France de kiteboard. Autre changement, le double mixte en 4,70 sera au JO en France, comme la course au large, une discipline qui forcément a de quoi séduire de nombreux athlètes français. En France, on a quand même une grosse force de frappe sur la course au large avec un circuit offshore très développé. Donc voilà, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Mais bon, l'objectif, nous, on essaye de ne pas se disperser, quoi. L'objectif, il est clairement sur cet été. Après, on aura le temps de voir, quoi. C'est sûr qu'on ne remettra pas les pieds dans l'eau dès le mois de septembre. Donc on va se laisser quelques mois pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment. On commence à se poser des idées. On voit qu'il y a déjà pas mal de jeunes qui ont pris leurs décisions. Mais nous, je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Il faut qu'on y aille étape par étape. Mais c'est sûr que l'idée est dans un coin de notre tête, quoi. La double culture, le large et la régate. Une spécificité française et une des marques de fabrique historiques du Tour Voile, marquée en 2019 par les victoires de Béja-Fleur au classement général final et de Cheminée-Poujoula chez les jeunes, après un scénario haletant où tout s'est joué dans les dernières longueurs de la super finale à Nice. Un Tour Voile qui s'engage aussi pour faciliter la mixité à bord des Diam 24 et plus généralement pour accueillir davantage l'équipage féminin. Le Tour Voile sera de nouveau, en juillet 2020, l'un des événements à ne pas manquer en France. Toujours dans l'univers des multicoques, mais en version anglo-saxonne cette fois, le SailGP a profité de 2019 pour imprimer sa marque sur les plans d'eau et son style au parfum d'America's Cup du XXIe siècle. Des équipages d'exception au service de machines incroyables et F50, les monotypes les plus rapides du monde. À Sydney, San Francisco, New York, Coves et pour la grande finale à Marseille, le spectacle offert a toujours été à couper le souffle. « 2019, comme toutes les années impaires, est une année mini-transat, de La Rochelle à la Martinique, via les Canaries. « 87 solitaires, loin de la terre, quelques crises de nerfs bientôt légendaires, mais surtout une course menée à un rythme d'enfer. » The mother of the storms. The mother of the storms. Putain! Ça chier ce truc archaïque de merde là! Je fais du prêt! Je vais tirer des morts, je fais du prêt, la mer elle est formée, il y a 20 nœuds! J'ai mon balcon avant qui vient de péter! Le large, porte de l'aventure et régate au long cours, sur des petits bateaux de 6,50 mètres et pour des marins partis à la découverte d'émotions en grand format. La Mini, c'est gagné sur un bateau au nez arrondi, skippé par François Jambou, moniteur de voile, un garçon qui est allé au bout de ses rêves, salé aux embruns. Moi je suis arrivé à la voile sur le, entre guillemets sur le tard, en jeune adulte quoi, 16-18 ans. Et pour moi la Mini Transat c'était la course de Monsieur Tout-le-Monde et dans ma tête, un jour j'y avais peut-être accès quoi. A contrario de ces grandes courses sur des ultimes ou quoi, où c'est tellement élitiste qu'on sait que moi, François Jambou, petit moniteur de voile, jamais je ferais ça quoi. Et la Mini, je me disais peut-être qu'un jour je pourrais le faire. Et là je gagne quoi, donc c'est extraordinaire et j'ai même
Moi, la Mini, ça me va bien. J'ai pas des rêves de je sais pas quoi. Moi, je suis content comme ça. La Mini, ça me suffit très bien. Octobre 2019, dans le port du Havre. Ce matin-là, 59 bateaux se préparent à larguer les amarres, objectif Brésil. La Transat Jacques Vabre sonne la rentrée des classes en IMOCA, en classe 40 et en multi 50. 4, 3, 2, 1, Les années impaires, le grand public a toujours rendez-vous avec les plus grands marins devant les falaises normandes. Et cela fait 26 années que ça dure. 59 bateaux, un plateau impressionnant, avec 29 bateaux en IMOCA, l'élite des classes 40 et des multi 50. Sur la ligne de départ, certains tout juste sortis de chantier sont observés à la loupe, comme le bateau de Jan Lipinski en 40 pieds et les derniers foilers IMOCA. Pour Clarisse Kremer en double avec Armel Lecléache sur Banque Populaire, cette Jacques Vabre jusqu'au Brésil est l'épreuve test 1 an avant le Vendée Globe, puisqu'elle emprunte la même route que la première partie du Tour du Monde. Une mise en bouche pour le poteau noir. On est content. Avec Clarisse, effectivement, on a réussi à sortir un peu notre épingle du jeu avec un bateau un petit peu moins performant par rapport aux derniers bateaux récents mis à l'eau en 2019 ou certains en 2018, avec des foils encore plus grands qu'avant, des bateaux qui commencent presque à voler. C'était vraiment intéressant de les voir justement voilà, sur une course comme la Jacques Vabre, où on sait que c'est quasiment les 15 premiers jours du Vendée Globe. Voilà, à un an du départ de cette grande échéance, de voir un petit peu les forces en présence et de voir quel bateau allait montrer un peu son potentiel. La course a tenu ses promesses. Jour après jour, la Transat Jacques Vabre va livrer de précieux enseignements aux observateurs et concurrents. Tous les regards se tournent vers Charal, le favori. Le bateau impressionne, car le plan VPLP qui a dominé toute l'avant-saison affiche des performances ahurissantes pour un monocoque. À bord, Jérémy Bayou et Christopher Pratt imposent une cadence soutenue tout en puissance. Le tandem va ainsi contrôler tout le début de course et résister aux assauts des nouveaux IMOCA, Apivia de Charlie Dalin et Yann Eliès, et Advance, le superbe 60 pieds emmené par Thomas Ruyant et Antoine Coche. Mais dans la première partie de l'Atlantique Nord, les chasseurs n'ont pas dit leur dernier mot. Malgré un arrêt au stand la première nuit de course, Thomas Ruyant n'a pas hésité à pousser son bateau. Là, on repasse en mode chasse. Voilà, bon, c'est un peu dommage comme début de course, mais c'est comme ça. On a eu des petits problèmes de vérin, de pilote. Là, on est reparti et on bombarde. On va rien lâcher avec Antoine. Dans cette première partie de course, une séquence de speed test grandeur nature se joue pendant quelques minutes. Une séquence exceptionnelle, un bord à bord, Apivia, Charal. Le duel de vitesse tourne à l'avantage de Jérémy Bayou et Christopher Pratt. Ces deux-là peuvent savourer le moment jubilatoire. Mais la nature n'a pas dit son dernier mot. Salut les gars! C'est super humide, super sport. Mais pour l'instant, ça se passe bien pour Charal, parce qu'on a repris la tête cette nuit. Voilà, mais encore beaucoup de travail à faire. Il va falloir. Il y a encore 24 heures dures qui nous attendent devant. Avec 100 000 d'avance à l'entrée du poteau noir, il se pensait à l'abri. Mais la zone de convergence intertropicale toujours redoutée va bouleverser l'ordre établi et refermer son piège sur le bateau de Jérémy Bayou. Un cauchemar de 3 jours et 3 nuits. Plus à l'est, Apivia en profite pour se glisser en tête. Il ne quittera plus cette position. On a vu notamment Charal qui a fait une super course jusqu'au poteau noir. Malheureusement, ils ont manqué un peu de réussite. Et puis derrière, voilà, la victoire de Yann et Charlie sur Apivia qui a été voilà, une belle course aussi. Et donc voilà, on a vu déjà un premier verdict un petit peu de ce que sera le Vendée Globe dans un an. Et c'est sûr que nous, avec notre bateau à dérive, avec Clarisse, voilà, on a su un peu tenir la pression jusqu'à la sortie du poteau noir. Et puis derrière, c'était un peu plus compliqué au reaching avec des bateaux qui allaient 3-4 nœuds plus vite. C'est la logique. Nous, on avait un bateau qui était fait pour le Vendée 2012. Et là, on était sur le Vendée
2020. Un petit run à 22 pour terminer. Voilà, ça fait 4 heures, 3-4 heures de nappe. Et on arrive, voilà. C'était une super transat. Incroyable. C'était l'arrivée de... Bravo! Carton plein pour le duo d'Apivia à l'arrivée à Salvador de Bahia. Yann Eliès signe au passage sa 3e victoire dans la Transat Jacques Vabre. Quant à Charlie Dalin, le Havrais, il réalise un rêve d'enfant sur un bateau tout neuf, sorti du chantier 3 mois avant. Dès que je sortais du collège qui était juste à côté des bassins, j'allais voir les bateaux, les admirer. Ma passion pour la course au large, elle a été nourrie par cette course, quoi. Et donc la remporter avec Yann sur ce super bateau, ouais, c'est génial. Auteur d'une splendide course, Kevin Escoffier et Nicolas Luneven s'emparent de la 2e place, juste devant Charal, un podium en guise de consolation pour Jérémy Bayou, pas tout à fait remis de son passage malheureux dans le poteau noir. L'année 2019 restera celle de Gilles Lamiré et Antoine Carpentier en multi 50 sur GCA 1001 Sourire. Leur course rapide en 11 jours est pour eux une immense joie. Ils sont les premiers à poser le pied à Salvador de Bahia. Enfin, pour conclure le chapitre Transat Jacques Vabre, dans la catégorie 40 pieds, l'équipage que tout le monde surveillait est bien au rendez-vous dans la baie de Salvador. Yann Lipinski et Adrien Hardy remportent la Transat sur un bateau intrigant, un plan David Raison, un SCO, bateau à l'étrave arrondie, un concept qui a déjà fait ses preuves en Mini 650. C'est vrai que j'ai été surpris des capacités de vitesse du bateau, c'était assez incroyable. Je crois qu'on peut applaudir et remercier ceux qui ont dessiné, construit, préparé le bateau parce que vraiment il y a une bonne partie du mérite qui leur revient. C'est un projet qui va aller jusqu'à la route du Rhum, donc c'est une bonne base pour essayer de continuer de faire des belles courses derrière. Il y en aura une autre Transat Jacques Vabre dans 2 ans pour moi. Donc c'est super, c'est encourageant. Des visages, des paysages, des histoires et du suspense, de la tension et des pièges, comme ici, autour d'Aurigny. Voilà les éléments qui composent une parfaite solitaire du Figaro. L'édition 2019 a été marquée par 2 heureux événements. L'arrivée d'un nouveau-né, le Figaro, 3e génération, monotype à foil, et la révélation d'un grand marin, Johan Richaume, le vainqueur de la 50e édition de la Grande Classique française. Récidiviste Johan, après sa première victoire en 2016. Au passage, il remporte aussi la première étape en Irlande, au terme d'une lutte harassante. C'est une épreuve super dure et il faut que ça le reste. Hein. Je pense que si on ne s'arrache pas pour la gagner, ça ne sera pas pareil. Pour sa victoire, Johan Richaume a passé 14 jours, 2 heures et 20 minutes sur l'eau. Il a surtout décroché sa 2e étoile face à un plateau en or entre légende de la voile, ténor du circuit et une nouvelle génération bourrée de talent. Vraiment, le jeu était très ouvert au départ à Nantes et on a eu 4 étapes très palpitantes avec des rebondissements, ce qu'on n'avait jamais vu depuis de nombreuses années, avec des écarts importants. On se pensait qu'à la première étape en Irlande, le jeu était fait. Et finalement, derrière, il y a eu une 3e étape où tout le classement général a été complètement bouleversé. Finalement, le seul qui a su résister, tenir tout au long de cette course, c'est le vainqueur, Johan Richaume, qui a été vraiment un super vainqueur, un super marin sur l'eau. Il a été jusqu'au bout, il a tenu la pression parce que ça attaquait de partout. Armel Lecléache termine 10e de la solitaire du Figaro. Cette édition restera dans la mémoire salée des navigateurs comme celle de toutes les relances, du suspense permanent, de la peur du grand écart, des nuits stratégiques où tout devient possible, côté météo. Cette nouvelle ère est rendue possible grâce à un nouveau bateau, plus physique, plus rapide. Sans doute une nouvelle façon de courir la solitaire du Figaro, à laquelle tous sauront désormais s'adapter.
Ouais, elle a été difficile cette solitaire du Figaro parce que déjà il y avait un super plateau au départ, on était beaucoup d'anciens vainqueurs à revenir, beaucoup de jeunes dans longue, des spécialistes du Figaro depuis plusieurs années qui n'avaient pas lâché le circuit, qui ne s'étaient pas arrêtés. Donc la solitaire du Figaro, c'est un vrai berceau de talents, de grands marins et des futurs grands marins pour l'avenir. Le podium 2019 a réuni 3 champions, Johan Richomme, Gilles Damaé et Anthony Marchand. Cette solitaire a aussi servi de révélateur à un jeune prometteur, Benjamin Schwartz, premier bisu et aussi champion de France élite de course au large en 2019. Au chapitre des grandes premières et des nouveaux bateaux, il y a eu aussi en 2019 de nouveaux territoires maritimes à explorer, ceux de la planète ultime. 4 bateaux, les seigneurs de la course ont participé cette année à Brest-Atlantique. Presque un parcours initiatique pour les bateaux et les marins. Premier de cordée de ce tour de l'Atlantique, le duo Camas-Caudrelier sur le maxi Edmond de Rothschild, immense vainqueur d'une course spectaculaire entre géants des mers. Bonheur quand on arrive comme ça après une course aussi intense et plein de péripéties et d'aventures. Et on a quand même beaucoup bossé sur le bateau pour que ça avance. Et voilà, 30 jours intenses et une victoire à la fin avec nos concurrents qui sont loin derrière. Donc on a fait les derniers jours assez cool et on peut en profiter aujourd'hui. La course la plus difficile de sa vie, dira plus tard Franck Camas. À regarder ces images du départ dans une mer d'Iroise d'humeur sauvage, on le croit volontiers. Brest-Atlantique, une terre inconnue. Les bateaux d'abord, magnifiques, puissants, des modèles d'intelligence et d'expérience qu'une poignée de marins au monde est capable de mener. Ça va vite, 35 nœuds, c'est bien. Il y a peut-être moyen d'aller plus vite, mais pour le moment, c'est correct. De Brest à Rio et Cape Town, les marins ont dû prouver leur capacité à aller très vite, loin et longtemps. 14 000 milles aux 4 coins de l'Atlantique, un demi-tour du monde, en double et sans escale. Brest-Atlantique a aussi été une course en immersion, rendue possible grâce à la présence à bord de chaque bateau d'un 3e homme pour raconter l'histoire de l'intérieur. Chaque ultime a en effet embarqué un médiaman, à charge pour lui de témoigner que ces bateaux sont les plus incroyables de la planète et que les mener à bon port est une épreuve supérieure qui justifie à elle seule le nom de cette classe, ultime. Et là on va à 42 quand même, donc ça glisse, c'est cool, pour le moment on est en tête et on n'a rien cassé, tout va bien sur le bateau. Je me suis abîmé l'œil tout à l'heure en faisant une manœuvre à l'avant et à 40 nœuds, faut être bien accroché. Bah, je pense qu'au large, c'est les machines les plus incroyables, ouais, c'est sûr. J'ai navigué sur un peu tous les supports qui existent au large. Et c'est vrai que l'ultime, voilà, il n'y a pas d'équivalent. On est sur des bateaux qui peuvent aller à plus de 40 nœuds avec 20 nœuds de vent, des bateaux qui peuvent aller, sur lesquels on peut justement gérer un petit peu les systèmes météo et ne pas subir, ce qui est assez formidable en termes de stratégie. Il faut imaginer qu'on va presque plus vite que le temps. Donc ça ouvre des perspectives de tactique, de météo qui sont formidables. En fait, quand il y a de la pluie comme ça, on voit bien que les pentes sont assez inclinées, c'est-à-dire qu'il y a du vent assez fort qui a expulsé du grain. Donc, il faut bien anticiper le changement de voile et puis la trajectoire par rapport à ce grain-là. De pouvoir voler, capacité à être au-dessus de l'eau avec ses foils, avec ses impendices. Voilà, c'est juste quand on a goûté à ça, voilà, on a du mal à faire marche arrière. À l'aube d'une nouvelle ère, ces trimarans ultimes s'ouvrent de nouveaux horizons d'espérance autour du monde.
dès 2020. Une année ultime aussi pour l'équipe de France de voile, dont les désirs convergent vers un seul objectif, absolu, ultime lui aussi, des médailles aux Jeux Olympiques.